On peut se poser la question aujourd'hui, je suis sûre que dans ce salon, vous avez dû entendre beaucoup parler de canaux digitaux, de solutions digitales, etc. Et moi, je vais vous parler de speech analytics, donc de choses qu'on fait sur le canal téléphone. Alors, on pourrait se poser la question, alors pourquoi aller chercher des solutions encore sur le canal téléphone à l'ère où on ne parle que du digital et du tout digital? Donc, on va creuser un petit peu la question ensemble et voir en quoi, en réalité, ça fait complètement sens. Donc d'abord, très rapidement, juste pour situer qui je suis, qui est Vexis. Donc Vexis, c'est une société qui est dans les technologies vocales depuis 1979. Voilà, on a notre propre technologie. Et on fait partie du groupe Bertin, et notamment de la division Bertin IT, à côté de solutions de cybervigilance, cybersécurité, market intelligence. Donc Vexis, nous, on est spécialisé en speech. Et donc, on s'est interrogé sur ce fameux canal téléphone dans les centres de contact. Et on se trouve confronté, en réalité, à un certain nombre d'idées reçues sur le canal téléphonique. Oui, sur les idées reçues, je crois que le téléphone est devenu minoritaire depuis l'apparition du self-service et des canaux digitaux. Voilà, c'est quelque chose c'est un sentiment qui peut exister aujourd'hui, de se dire, finalement, le téléphone, c'est fini. Il n'y a plus besoin. Maintenant, il faut tout mettre sur les canaux digitaux. De toute façon, il doit rester juste quelques appels qui se battent en duel dans les centres de contact. La réponse est non. Le téléphone reste un canal encore très majoritaire aujourd'hui, aussi bien dans les souhaits des appelants, c'est-à-dire que quand on les interroge sur quel canal ils souhaiteraient utiliser pour contacter leur service, enfin un service client, le téléphone est le premier canal qui est cité. C'est le canal qui est aussi cité le plus souvent devant tous les autres canaux. À noter que le mail est quand même un rattrapage assez intéressant. Donc ça, c'est sur les souhaits des clients. Donc les clients, ils aiment le téléphone, n'empêche. Ensuite, sur les usages, c'est encore plus marqué, c'est-à-dire dans les usages actuels, le téléphone, c'est encore 70% des contacts clients. D'accord ? Donc pareil, bien sûr, les canaux digitaux sont en croissance. On le voit ici sur les évolutions entre 2006 et 2015. Il y a évidemment certains canaux qui sont en forte croissance, que ce soit le mail, le web, les applis mobiles. Mais le téléphone reste encore très largement majoritaire. Donc, deuxième idée reçue. Qui est le téléphone est un mal nécessaire pour gérer les plaintes et les opérations. Voilà, c'est un peu le canal mal aimé, c'est celui qui récupère, si on veut, un petit peu les contacts dont on ne veut pas trop. Alors, cette idée reçue aussi, on va la battre en brèche. Quand on regarde là, c'est une étude de British Telecom, Super Agent 2020. Donc, ils ont regardé en quoi ils projetaient en fait les fonctions du centre de contact 2020. Et ils disent, au fond, c'est avant tout la résolution de problèmes complexes. D'accord ? Ensuite, juste derrière, traitement des opérations simples. On est bien d'accord que ça, c'est en train de disparaître. En effet, ça, c'est pris en charge par les canaux digitaux, par les applis mobiles. Il y a une tendance qui est très nette. La gestion des plaintes, 8%. Prospection commerciale et proposition de nouvelles offres qui sont, pour l'instant, des taux assez faibles qui pourraient sûrement être plus élevés que ça. D'accord ? Donc ça veut dire que certes, les actes simples, ils sont en train de disparaître, mais ce qui reste au fond et ce qui se multiplie, c'est les demandes complexes. De sorte que le fait que les demandes simples aient disparu des centres de contact ne signifie pas que le volume ait diminué. Très souvent, il y a beaucoup de domaines où ça a augmenté. Le volume des appels a augmenté avec les années au lieu de baisser. Pourquoi ? Parce que c'est des demandes de nature différente. C'est des demandes plus complexes, qui prennent plus de temps à être traités, qui augmentent les durées de traitement des appels et qui en fait ne diminuent pas du tout les volumes de traitement dans les centres de contact. Alors, idée reçue numéro 3. Les statistiques fines, c'est pour les canaux digitaux, pour le téléphone, la DMT suffit. Voilà. Donc c'est vrai qu'on voit de plus en plus de stats on est habitué maintenant au Google Stats, etc. Donc sur tout ce qui est forum, web, réseaux sociaux, c'est normal d'avoir des tableaux de bord hyper réactifs ou sur les mails. Ah, ma campagne de mail, quelqu'un a ouvert, il a cliqué, il a fait ci, il a fait ça, et on le sait immédiatement. Tout est immédiatement visible, etc. Sur le téléphone, qu'est-ce qu'on va regarder ? L'indicateur numéro 1, c'est la DMT. Quelque part, est-ce que c'est normal qu'il y ait une telle disparité de traitement entre les différents canaux ? Là, encore une fois, il n'y a pas de raison que ce soit le cas. BT donc, a interrogé des responsables et des experts de centres de contact en disant, d'après vous, en 2020,
c'est quoi les indicateurs importants dans les centres de contact. D'accord? Donc ils se sont un petit peu projetés et ils ont dit, numéro 1, c'est la satisfaction client, c'est ça le premier indicateur à surveiller. Ensuite, un espèce de score d'effort. D'accord? Est-ce que c'est facile, pas facile d'accéder au service, à la résolution, etc. Ensuite, la résolution premier appel, le First Call Resolution. Le Net Promoter Score, qui n'est pas si élevé que ça. Et en tout dernier, la DMT. C'est-à-dire que les experts interrogés, ils ont considéré d'abord, dans les centres de contact maintenant, de toute façon, c'est des problèmes complexes qui arrivent. Donc ce qui est important, c'est de savoir, est-ce qu'on a réussi à les prendre en compte? Est-ce qu'on a réussi à les résoudre? Ce n'est pas forcément le fait de résoudre très très vite un maximum d'appels. Ce n'est pas ça l'indicateur. On n'en est plus à ça. On n'essaye pas d'écluser un maximum de choses le plus vite possible. Ce n'est pas ça. Il faut bien comprendre et bien résoudre des problèmes complexes. Et donc, ils se projettent dans le fait que pour eux, la DMT, bientôt, sera complètement obsolète pour mesurer la qualité, l'efficacité d'un centre de contact, étant donné cette évolution des demandes. Donc maintenant, une idée nouvelle. Donc oui, effectivement, une fois qu'on a établi ces constats, qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors concrètement, ça veut dire qu'il faut arrêter de séparer canal téléphone et canal digital. En fait, il faut considérer le canal téléphone comme un autre canal digital. On va vous le digitaliser, le canal téléphone. Alors, maintenant, comment on fait? C'est ce à quoi des sociétés comme Vexis, justement, s'emploient en développant du speech analytics. Donc le speech analytics, c'est l'analyse des interactions, des conversations entre agents et clients, d'accord, au téléphone. Donc comment ça marche? On a deux offres distinctes. On a une offre en live et puis une offre en batch. Donc l'offre en live, qu'est-ce qu'elle fait? Pendant un appel, le système va constamment analyser et remonter toutes sortes d'indices sur voilà, est-ce que l'agent a coupé la parole au client, réciproquement, à quelle vitesse il parle, quel est le volume de parole, et puis détecter des phrases clés. Ah, attention, là, il y a eu ce genre de phrase, là, ça parle de dégâts des eaux, ah, il a dit pas content, il a dit concurrent, il a dit je vais résilier, il a dit c'est scandaleux. D'accord? Donc, ces phrases clés vont faire remonter un indicateur, un pop-up, quelque chose sur l'écran de l'agent, sur l'écran du téléconseiller, pour qu'il sache, qu'il soit alerté sur ce qui est en train de se passer. Et ça peut aller jusqu'à de la recommandation d'action, de la remontée de fiches d'argumentaire, etc. Donc ça, c'est notre solution en live, qui est basée donc sur une notion de phrase clé. Ensuite, on a une solution en batch. Ah non, la solution live, alors, je vais vous la montrer quand même, la solution live. Ici, c'est un exemple d'implémentation de cette solution live, qui est aujourd'hui intégrée dans la solution Vocalcom Hermès, par exemple, dans le cloud. Donc là, vous voyez un petit peu comment ça se présente. Vous avez sur le côté les indicateurs, un petit peu le volume de voix, la répartition de paroles entre l'agent, le client, les silences. Vous avez au milieu il y a un pop-up qui est apparu avec la phrase qui a été prononcée. La personne a dit c'est trop cher et ça fait partie des phrases clés. Donc quand la personne commence à attaquer un petit peu sur le tarif, on se dit oula, c'est qu'il a vu un de nos clients il n'y a pas longtemps. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et puis vous avez l'historique en fait des pop-up, des phrases clés qui ont été détectées déjà pendant l'appel. Et on peut regarder peut-être une petite démo, voilà, sur un appel réel. Ce que ça donne. Ouais, mais bon, ça va pas, ça, parce que moi, du coup, j'ai flippé, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a piraté ma ligne et tout ça, vous voyez, donc j'ai essayé d'appeler plusieurs fois. Non, vous êtes en surconsommation. Moi, je me suis dit, merde, je vais avoir une note d'enfer. Ça, c'est pas possible, hein. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous avez pu entendre. Donc on entend la cliente qui s'exprime quand on racontait des choses. Et à un moment donné, elle a dit oh zut, alors j'ai appelé plusieurs fois. Voilà. Et là, hop, appeler plusieurs fois fait partie des phrases clés. Donc le système, il remonte ça, pop-up. Là, on a un client qui a dit qu'il a appelé plusieurs fois. Et peut-être dans l'historique de ce client, c'est quelqu'un aussi qui a déjà été mis en attente ou qui a exprimé peut-être d'autres choses, qui a parlé des concurrents, qui a parlé de tarifs. Et donc, dans ce cas, ce pop-up pour le téléconseiller, ça veut peut-être dire « Ah tiens, il faut que je transfère à la cellule fidélisation ». D'accord ? En tout cas, j'ai une certaine action particulière à mener pour ce client qui est étiqueté comme « Attention, un petit peu à risque ». Donc voilà l'exemple de cette solution live. Maintenant, revenons à la deuxième solution, donc elle est en batch. Donc la solution en batch, comment elle fonctionne ? Donc, il y a des enregistrements qui sont faits dans le centre de contact.
Une fois que l'appel, mais qui sont faits, une fois que l'appel, enfin pendant l'appel, mais une fois que l'appel est raccroché, ces enregistrements sont envoyés au système de speech to text. D'accord ? Le système de speech to text donc, transcrit la conversation, envoie à un moteur d'analyse sémantique, et le moteur d'analyse sémantique remonte des tableaux de bord avec toutes sortes d'analyses sur les sujets qui ont été évoqués, des classifications par motif d'appel, des indicateurs sur la tonalité, les appelants qui ont exprimé des opinions très favorables, très défavorables, neutres, etc. D'accord, un peu d'analyse de sentiments, des nuages de mots. Donc voilà, tout ce qu'on sait faire aujourd'hui en analyse sémantique, hein, donc va remonter en tableau de bord et de façon très rapide après la transcription, après l'appel. C'est-à-dire que, imaginons des appels de 5-6 minutes en moyenne, l'appel est raccroché, il est envoyé immédiatement au speech to text à l'analyse et disons qu'en 4 minutes de temps, l'appel est raccroché, en 4 minutes de temps, l'analyse a été mise à jour. D'accord ? Donc les équipes qui supervisent l'activité du centre de contact, ils savent qu'ils ont des tableaux de bord qui sont mis à jour, rafraîchis toutes les 4 minutes, avec vraiment ce qui est en train de se passer dans le centre de contact. Donc ça, c'est notre solution batch. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour un petit peu de technique ? Je me suis dit qu'il y aurait peut-être un petit peu de curiosité. Sur, allez, c'est quoi là cette techno speech to text, ça marche vraiment, qu'est-ce que ça a dans le ventre? Alors je vais vous montrer un vrai morceau de speech to text. Alors ça c'est ce que le système Vexy sort, voilà, c'est un fichier avec toutes sortes d'informations sur l'audio. Donc déjà il va donner une liste de speakers, il va dire qui parle dans ce fichier audio. Ah ben il y a 2 personnes et il y a un female speaker, un male speaker. Et c'est de la parole téléphonique. Donc FT, SPK, la MTSPK, voilà, ça c'est les 2 locuteurs. C'est le système qui va les séparer automatiquement. Parce que très souvent, on sait que dans les centres de contact, les enregistreurs, ils vont être activés en mono. Il y a peu de centres de contact qui, pour le plaisir, vont s'amuser à enregistrer en bicanal. Bon, ça prend plus de place, ça leur coûte plus cher. Peut-être un jour, ça sera bicanal, nous on sera très heureux parce que ça nous simplifie la tâche. Mais en monocanal, c'est pas grave, le système s'en sort. Donc il va séparer tout seul où est-ce qu'il y a la parole client, où est-ce qu'il y a la parole agent. Et ensuite, il va découper en segments de parole. Il va dire, bon ben voilà, il y a un premier tour de parole, la première personne a dit ça, il y a un deuxième tour de parole, ensuite elle s'est interrompue, elle a repris, etc. Et donc, chaque tour de parole va être donné avec un score de confiance moyen pour le tour de parole. Donc là, il est à 0,8999, donc c'est assez haut comme confiance. Il a un temps de départ, un temps de fin, tout est time-codé à la milliseconde. Et puis vous avez chaque mot. Là, c'est bienvenue à la banque, etc. Donc là, en plus, il est très confiant sur le début, hein, c'est évident, parce que ça doit être bien dit. Donc il a une confiance quasiment à 1. Et donc vous avez le time code, là, le start time, ça c'est donc pour savoir exactement à quel moment chaque mot a été dit et la confiance de chaque mot. Voilà. Donc ça, c'est ce que va remonter concrètement le système aux applications derrière qui vont analyser. D'accord ? Donc là, on est allé chercher un petit exemple dans un environnement banque. Un petit peu vous dire voilà ce qui sort de ce genre de système. Je vais vous jouer l'audio qui correspond à ça. Ouais, c'est bon. Donc vous allez dans mes opérations, dans virement. Et là, vous allez aller dans virement et vous allez aller dans consulter, annuler ou modifier. Et là, normalement, il doit remonter le virement, donc 1000 €, est-ce qu'il apparaît? Et oui, voilà, en fait, j'ai 2 virements à valider. Ah ouais, voilà, donc ça n'a pas été... Ces 2 virements-là, ouais, non, ces 2 virements-là apparaissent comme à valider. Ok, donc alors, cliquez dessus du coup sur la ligne, sur l'un des deux, de toute façon, ça n'a pas d'importance. Et donc après, donc ça doit vous remonter et vous n'avez plus qu'à valider normalement en bas à droite, il me semble, ça doit remonter comme ça. Et là vous allez dire c'est un code message. Un code contrôle OK. Et donc là pour le coup, vous n'allez rien pour le recevoir. Ok, donc là on a eu le petit exemple. Donc là, vous voyez, le système a essayé de séparer. Donc, quand est-ce que c'est la conseillère qui parle? Quand est-ce que c'est le client qui parle? C'est pas toujours facile. Hein. On entend que la voix client, elle est très faible.
le canal avait vraiment un volume très bas, donc c'est un petit peu difficile pour le système, mais quand même, globalement, quand on regarde la transcription, c'est de quoi il s'agit. Hein, si vous avez besoin dans votre système de savoir sur quoi portait l'appel, qu'est-ce qu'a demandé le client, quel était le problème, etc. Quelque part, ici, vous avez tous les éléments pour... ça s'affiche pas, oui, voilà. Il y a tous les éléments pour comprendre ce qui s'est passé dans cette interaction. Oui, le client, il a appelé, il avait un problème sur un virement, sur un compte. L'agente, elle a suivi les consignes, c'est-à-dire qu'elle a co-browsé avec lui sur l'application web, elle a fait se connecter sur l'appli, ils ont regardé ensemble, elle a vu qu'il y avait un problème, etc. Et on a vu que c'était un problème de code contrôle, et qu'il y avait un problème pour recevoir le virement. Donc ça, c'est le genre de retranscription qui apparaissent dans le monde réel. Ça, c'est des choses, je pense que c'est des transcriptions qui ont dû tourner. C'est l'année dernière, au milieu d'année dernière, qu'on l'a extrait du système. Donc on est encore meilleur parce qu'on s'améliore à peu près tous les 6 mois. Il y a un bond de performance. Donc maintenant, on est encore meilleur. Mais ça, c'est là où on était à la techno à peu près il y a 6 mois. Et c'est déjà très, très exploitable. Donc maintenant, on va aller un petit peu plus loin, parce que je vous ai présenté quelque part un petit peu les idées reçues, notre idée à nous de la place du Speech Analytics. Je vous ai présenté un petit peu les solutions techniques qu'avec SIS. Mais bien sûr, ce qui est important maintenant, c'est de voir les cas clients. Voilà, comment c'est utilisé dans la vie réelle, qu'est-ce que ça peut vous apporter dans la vie réelle. Donc, premier cas client. Alors, c'est un cas client live, de Live Speech Analytics. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis en place pour NJ. D'accord ? Donc là, quel était l'enjeu ? C'était essentiellement donc on peut dire du management de l'expérience client, si on veut avoir une grande famille de cas d'usage. Quelle était la situation initiale ? Pour NJ, c'est une situation où il y a une pression concurrentielle de plus en plus forte et où ça s'entend dans les appels entrants. C'est-à-dire que les clients, et notamment les clients premium, qui sont très très chassés par la concurrence, abordent de plus en plus des questions sur la concurrence, sur les tarifs, etc., dans leurs appels au centre de contact. Donc il y a cette évolution de la nature des appels qui doit être pris en compte par NJ. Il y a un deuxième phénomène, c'est que NJ, comme beaucoup de grands comptes, va avoir son centre de contact interne et puis travailler aussi avec des centres de contact de prestataires extérieurs, comme font la plupart des grands comptes. Donc ça, c'est très bien. Après, c'est toujours une difficulté d'harmoniser les pratiques. Quand on a comme ça des équipes qui sont disjointes sur des plateaux différents, qui ont peut-être des modes de fonctionnement un petit peu différents. Et quelque part, ils sont alertés sur déjà beaucoup de choses. Ils intègrent très très bien des tas de guidelines, d'objectifs, etc. Ils font globalement bien leur boulot. Mais il faut qu'ils rajoutent encore là-dessus. Au fait, il faut que j'ai une attention spéciale sur la veille concurrentielle. Il faut que j'ai une action un petit peu spéciale. Dès que je sens qu'un client est un peu tangent et qu'il commence à poser trop de questions sur la concurrence, il faut que j'ai telle et telle pratique, telle et telle action. Et ça vient, c'est un petit peu la goutte qui fait déborder le vase. Ça va peut-être venir un petit peu en plus, ou ça va rester un petit peu, ou au contraire rester sous la pile de l'ensemble des objectifs que doit déjà gérer pendant un appel le téléconseiller. Et ça fait que les pratiques sur les différents plateaux peuvent être très hétérogènes. Donc, qu'est-ce qui a été mis en place ? Donc, c'est ce fameux outil de Live Analytics que vous avez vu tout à l'heure. Et là, les bénéfices qui en ont été tirés, c'est d'abord l'harmonisation des pratiques, parce que tout d'un coup, tous les téléconseillers, quel que soit le plateau, ils ont tous ces petits mémos, les pop-up, les petits indicateurs, etc., qui apparaissent sur leur écran, de façon à ce que vraiment les pratiques soient vraiment les mêmes sur l'ensemble des plateaux. Et puis, il y a effectivement un impact direct sur la fidélisation des clients. Parce que tout d'un coup, ce souci-là, donc le téléconseiller n'a pas besoin de l'avoir tout le temps en tête. C'est l'écran qui va lui rappeler. Vous faites attention, là, on est dans un cas où on a un client qui est un petit peu à risque et donc tu dois dérouler telle et telle action, transférer vers une cellule fidélisation, par exemple. Et on sait bien que la cellule fidélisation a un impact positif.
Donc, sur certains plateaux, on est passé de à peine 0,5% de transfert vers la cellule fidélisation sur les clients premium à quelque chose comme 4-5% de transfert. Ce qui est probablement le bon taux. C'est-à-dire, il ne s'agit pas, bien sûr, de transférer tous les appels. Ah, bon, moment, il faut fidéliser, Ce n'est pas ça. Il faut vraiment savoir trier peut-être le petit nombre de clients premium qui sont en effet, qui ont manifestement été contactés récemment par la concurrence et qu'il faut vraiment fidéliser, retenir. Donc ça ne doit pas être un très grand pourcentage, mais 5% en termes de revenus, c'est énorme. C'est-à-dire que si chaque jour il y a 5% des appels qui ont peut-être un risque d'être des clients perdus, vous faites le calcul à la fin de l'année au niveau ROI, c'est quand même assez important d'avoir su les détecter et d'avoir su les retenir mieux, les fidéliser mieux. Donc ça, c'est le premier cas d'usage. Alors, on va en explorer un autre. Donc, maintenant, dans le monde de la banque. Donc là, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment dans ce domaine-là. Beaucoup de banques qui sont intéressées par ce genre de solution. Alors là, j'ai pris un cas d'une des banques où là, la situation initiale, c'est une banque qui a choisi de distribuer les appels essentiellement vers les agences plutôt que vers le centre de contact. Toutes les banques ont un petit peu leur politique. Souvent, il y a un centre de contact avec des téléconseillers formés, des poules spécialisées. Et puis, il y a aussi les agents, les conseillers, etc. en agence. Et chaque banque a sa façon de distribuer entre l'un, entre l'autre, selon quels critères. Bon. Donc là, c'est une banque qui a une politique d'envoyer vraiment majoritairement en agence. Ils considèrent que c'est important. Il faut que les agents, les conseillers en agence, que les agents d'accueil, etc., et surtout les conseillers, aient un contact assez régulier avec les clients et qu'au fond, c'est une opportunité. Que le client qui appelle la banque, qu'on pourrait traiter sur le centre de contact, au fond, le mettre en relation avec un conseiller dans une agence, c'est une opportunité commerciale pour le conseiller de mieux connaître son client, lui proposer quelque chose, de proposer un rendez-vous. Bon. Donc, c'est vu comme ça. Donc, c'est intéressant comme approche. Le problème de ce genre d'approche, c'est que, évidemment, distribuer les appels en agence ne vous donne pas tous les outils de suivi, de monitoring, de statistiques, etc., dont vous pouvez bénéficier sur un centre d'appel. C'est évidemment un centre d'appel, il est câblé comme ça. On a critiqué tout à l'heure peut-être un petit peu les reportings qu'il y a sur le téléphone. Oui, peut-être ils sont aujourd'hui pas au niveau des reportings qu'il y a sur les canaux digitaux, mais quand même, c'est très très outillé par rapport à un simple téléphone posé dans une agence. Donc le souci de cette approche, c'est que la banque, elle était dans le noir en fait. Elle ne savait pas, au fond, quelles étaient les agences où ça se passait bien, les agences où ça se passait mal, qu'est-ce qui arrivait comme nature d'appel. Et au fond, elle essayait différentes choses, mais sans savoir évaluer même quelle tentative fonctionnait. Ah tiens, quand il y a un appel qui arrive et que le conseiller n'est pas là, est-ce qu'il faut plutôt mettre une boîte vocale? Est-ce qu'il faut plutôt retransférer vers un collègue ou retransférer vers l'accueil? Quelle est la bonne cinématique? Alors, ils essayaient différentes choses, mais ils ne savaient pas évaluer. Ils ne savaient pas dire, ah ben oui, ce qu'on a expérimenté dans l'agence Intel, ça marche mieux que ce qu'on a expérimenté dans l'agence telle autre. Parce que c'est difficile de savoir au fond quel est le critère. Quel est le critère clé de succès qui va vous dire, c'est bien cette cinématique-là qui donne une meilleure satisfaction aux clients. Donc, ils étaient dans le noir, ils essayaient différentes cinématiques, mais ils ne savaient pas les évaluer. Donc là, ce qu'on a apporté, c'est la possibilité d'avoir ces dashboards. Et tout d'un coup, la banque a pu voir, ah bah d'accord, en fait, dans l'agence Intel, dans l'agence Intel, dans l'agence Intel, voilà la répartition des motifs de contact, voilà ce qui se passe dans les appels qui sont transférés vers un autre conseiller, voilà ce qui se passe dans les appels qui sont transférés vers l'accueil, voilà ce qui se passe sur les appels qui vont en boîte vocale, etc. Et ils voyaient derrière quels étaient les sujets qui étaient abordés, quels étaient les indicateurs de satisfaction du client. Est-ce que le taux de très insatisfait ou de très satisfait variait dans un cas ou dans l'autre? Et tout d'un coup, ils avaient plein d'indicateurs qui leur permettaient au moins d'évaluer, de dire « Ah, ben oui, cette cinématique-ci est peut-être meilleure que cette cinématique-là. Ah, tiens, dans cette agence-ci, ça se passe mieux dans cette agence-là. » Bon, très, très honnêtement, je vais vous dire, c'était assez... Les agences avaient toutes des performances assez similaires. On n'a pas vu « Oh là là, vilain petit canard, cette agence-là, elle est vraiment bien, bien mauvaise par rapport aux autres. »
globalement, il se passait quand même un petit peu les mêmes phénomènes dans les différentes agences. Mais là, tout d'un coup, il y avait des indicateurs et les personnes de la qualité, du service client, des services opérationnels, les directeurs d'agence avaient tout d'un coup, c'est comme on ouvrait la boîte noire, ils avaient tous les indicateurs, ils savaient exactement, ils pouvaient croiser ce qu'ils voulaient. Ah tiens, si on prend les appels qui ont été décrochés tout de suite par le conseiller, de quoi ils ont parlé majoritairement? Est-ce qu'ils ont débouché sur un rendez-vous? Est-ce qu'ils ont débouché sur une vente, sur un placement de produits, et ceux qui sont décrochés d'abord par l'accueil, et ceux qui passent à un collègue, etc. Et ça, c'était très intéressant. Ça leur permettait aussi de voir comment s'organiser mieux et de dire « Ah tiens, quand même, on a encore beaucoup d'appels pour des demandes de virement, zut, il faut qu'on fasse quelque chose ». Donc voilà, ça permet aussi de travailler sur des sujets et de dire « Allez, maintenant, notre objectif, ça va être de réduire des appels de telle et telle nature ». Et ils pourront mesurer les impacts. Ah, si on a pris telle et telle action pour mieux sensibiliser les clients à l'accès à leur compte en ligne, etc. Et que vraiment ils arrêtent d'appeler les agences pour accéder à où en sont leurs virements, on va pouvoir mesurer est-ce que cette campagne a réussi ou pas. Est-ce que ces appels-là, cette nature-là d'appel est en train de diminuer ou pas. Voilà. Donc pour eux, l'important c'était d'avoir les indicateurs, de voir un peu où en était la satisfaction, la qualité, la nature des appels, et de pouvoir avoir des éléments pour améliorer en fait leur pratique et leur organisation. Alors encore un autre cas de figure. Alors ça c'est dans le monde assurance. Alors ça c'est un cas sur lequel on est encore en train de travailler, très honnêtement. C'est encore à l'état de POC, de test. Mais c'est un cas que j'ai voulu vous présenter quand même parce qu'il m'a semblé très intéressant et très différent des autres. Donc voilà, c'est un peu en preview, on n'a pas encore les conclusions. Mais bon, j'ai pas trop de doute qu'on va réussir quelque chose, à avoir un bon impact. Donc les bénéfices, pour être très honnête, je peux pas encore vous les signer, mais je pense que ça va découler de façon assez certaine. Donc c'est quoi la situation? Là, on est dans un monde d'appels sortants. D'accord, c'est de l'outbound, c'est de la vente d'assurance. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vente d'assurance? Il y a une réglementation très forte. D'accord. Et il y a une obligation de valider chaque vente qui a été faite par téléphone. Les gens qui vous vendent des assurances par téléphone ne peuvent pas faire n'importe quoi. Ils ne peuvent pas derrière dire « Ah oui, monsieur machin, il a souscrit l'assurance Intel » et vous ne comprenez pas « Mais pourquoi j'ai ce prélèvement là sur mon compte? Ça sort d'où ?»« Ah, mais vous avez souscrit une assurance, quoi !» Donc, non, c'est très, très réglementé, la souscription d'assurance. Il y a des lois très, très strictes, beaucoup plus strictes encore que pour la souscription de produits financiers. Et donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe pour ce client? Eh bien, toutes les ventes qui sont faites par téléphone doivent être vérifiées manuellement par une équipe dédiée à la compliance. Et ils ont des guidelines que j'ai vues qui font peut-être 4-5 pages, bien serrées, et qui doivent vérifier pour chaque appel. Un appel sortant qui débouche sur une vente d'assurance, c'est un appel assez long. Ça peut être dans les 20 minutes de conversation. C'est rarement moins de 15, c'est plutôt 20-25 minutes de conversation. Donc un agent de la compliance qui travaille sur un appel de ce genre-là, il a ses 4 feuillets là, bien serrés ou 4-5 feuillets bien serrés de compliance, de règles à vérifier. Il va passer au moins 1 heure ou 2 sur chaque appel. Et il est obligé de faire ça pour valider la vente. Et si jamais il y a un point qui n'est pas respecté, on annule la vente, on doit rappeler la personne, etc. C'est très coûteux. Donc c'est tout un processus qui est extrêmement coûteux. Donc qu'est-ce qu'on espère apporter? Puisque je ne vous le cache pas, c'est un POC. Donc voilà, je vous dis carrément, dans tout ce que je vous ai cité jusque-là, je suis sûre de moi, c'est des choses qui sont en live, qui sont en prod, qui ont été faites, où on a vu les résultats. Là, c'est quelque chose en cours. Mais ce qui est attendu, c'est qu'avec le speech-to-text, donc déjà, qu'est-ce qui va se passer? Toutes les petites phrases obligatoires, là. Vous avez 15 jours pour changer d'avis et nous renvoyer une demande de résiliation par courrier ou je sais pas quoi. Donc il y a des phrases obligatoires qui doivent être prononcées par le téléconseiller. Donc hop, le système il va tout de suite les récupérer et puis valider. Ah oui, c'est bon, les 10 phrases obligatoires ont été dites. Bon. Déjà, ça résout le problème, ou en tout cas ça permet à l'agent de la compliance simplement de réécouter la petite phrase qui a été détectée par le système. Ah ouais, c'est bien ça, hop, je coche, c'est bon. Ça, c'est fait. Ensuite, il doit vérifier est-ce que les réponses ont été des vraies réponses positives. Est-ce que ce sont des affirmations éclairées?
Oui, oui, donc vous voulez prendre l'assurance? Ah non, non, ça ne marche pas. Hein. Il faut que ce soit un oui franc et massif. Donc il faut qu'il aille écouter tous les assentiments, toutes les marques d'assentiment. Donc là, au moins, au lieu de réécouter un peu au hasard pour essayer de retrouver la marque d'assentiment, il va aller directement au point dans la conversation, étiquetée par le speech-to-text. Ah, c'est là que la personne était censée dire oui. Est-ce qu'elle a vraiment dit un oui franc et massif? Est-ce que ça ne peut pas être ambigu? D'accord. Ensuite, il y a plein de choses à vérifier sur le niveau d'information. Le plus dur, en fait, ce qui prend le plus de temps dans ce genre de travail de compliance, c'est est-ce qu'une information éclairée a été donnée? Est-ce que l'accord est éclairé? C'est-à-dire, est-ce que toute l'information a été donnée? Est-ce que rien n'a été caché, omis, etc. Donc ça, c'est assez complexe. Et c'est un travail, il faut aller fouiller dans ces 20-25 minutes d'audio. On ne sait pas où forcément aller chercher. C'est ça qui prend beaucoup de temps. Donc là, l'idée aussi, c'est que pour la personne qui fait ce check de compliance, cette vérification de conformité, il va pouvoir naviguer dans la transcription et aller beaucoup plus facilement exactement aux phrases qui lui semblent un petit peu ambiguës, aux questions qui ont été posées par le client et vérifier uniquement comment l'agent a répondu aux questions. Voilà. Plutôt que d'être juste dans un fichier audio, sans aucune métadonnée, il n'a rien, il a juste un grand fichier audio qui fait 25 minutes et il se perd dedans. Et c'est pour ça que ça met au moins 2 heures à vérifier. D'accord ? Donc ça, voilà, je voulais vous parler de ce cas, même si c'est un petit peu encore tôt, parce que ça me semblait un cas assez intéressant et je pense ce genre de cas qui devrait se multiplier aussi à l'avenir, étant donné que les règles de conformité, de réglementation sont des choses qui vont continuer dans les années à venir à se durcir. Abonné, canal. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est un typique système de batch. Il y a des appels qui sont enregistrés sur les différents plateaux, externes, internes, etc. de canal. Les enregistrements donc, sont poussés vers un réseau interne où est installé le système de transcription de Vexis, MediaSpeech. C'est poussé vers une analyse sémantique et les tableaux de bord remontent. Ici, on a mis un petit exemple qu'on a pris. C'est Canal qui nous l'a remonté récemment. Il regardait un petit peu il regarde tout le temps un petit peu ce que remonte le système, ce qu'il trouve d'intéressant. Et là, ça leur semblait intéressant parce que cet appel-là avait remonté plein de signaux sémantiques. Parce qu'en ce moment, ils regardent beaucoup ce qui se passe sur leur offre Bein, puisqu'il y a cet accord entre Canal+ et Bein Sport. Donc, il commence à y avoir des offres couplées entre les deux opérateurs. Donc c'est quelque chose qui regarde avec beaucoup d'attention pour voir qu'est-ce que ça donne, comment c'est perçu, est-ce que ça marche pas. Donc là, c'est un cas typique. Donc quelqu'un qui appelait, qui disait lundi, j'ai souscrit un abonnement Canal, j'ai déjà Canal+, mais souscrit en plus Canal Sat avec Bein, offert pendant 2 mois. Oui, mardi, il y avait le match Paris Saint-Germain, Chelsea, etc. Donc là, je précise, le texte que j'ai copié là, c'est le texte du système non édité, tel que nous l'a remonté le client Canal+. C'est comme ça que c'est sorti, c'est-à-dire le système a écrit Bein, petit b, petit e, grand I, grand N, il a écrit Paris Saint-Germain avec les tirets, il a écrit Chelsea dans le texte. Pourquoi? Parce que le système, il apprend constamment les mots du métier. Et on a fait en sorte qu'il y ait une convergence en fait, entre les canaux, c'est-à-dire qu'avec Canal+, le système il apprend à partir des mails, des chats. Canal est très en pointe sur tous les canaux digitaux. Et donc constamment, le système il connaît bien le vocabulaire. Et c'est là qu'il a appris à écrire Bein, c'est là qu'il a appris à écrire Paris Saint-Germain, Chelsea, etc. D'accord ? Et donc constamment, ça assure que le système saura transcrire les sujets du moment. Et les sujets qui intéressent les abonnés Canal. Donc maintenant, comment c'est utilisé? Alors donc ça va remonter les tableaux de bord. Là, c'est un tout petit extrait d'un tout petit bout d'un tableau de bord. Donc il y a des catégories principales, des sous-catégories, des sous-sous-catégories. Bon, là c'est un extrait de sous-sous-catégories. D'accord? C'est vraiment les petites feuilles finales sur une centaine de sous-catégorisations possibles. Donc c'est les sous-catégories de la gestion de commandes, qui est elle-même une sous-catégorie des commandes. Donc dans la gestion de commande, qu'est-ce qu'on a comme sous-catégorie? Là, il y avait opérateur, geste commercial, délai de livraison, etc. Donc comment est-ce que Canal utilise cette remontée constante, mise à jour constante de tableau de bord? C'est l'écart à la norme. D'habitude, les gens qui se plaignent de délai de livraison trop long, ça représente que 1% des appels de type gestion de commande. Ce matin, ça représente 5% des appels de type gestion de commande. Ce n'est pas normal. Il se passe quelque chose. Ce genre d'écart à la norme,
Imaginez sur les 2000 téléconseillers de Canal répartis sur je ne sais pas combien, 3, 4, 5 plateaux distincts. Ils n'auraient jamais pu se rendre compte que ce matin, on était passé de 1% à 5%. C'est réparti sur 2000 personnes. Donc, ils ne peuvent pas se rendre compte. En plus, il se peut que ce soit covariant, que ça ne concerne que les abonnés numéricables ou que les abonnés free. Impossible qu'un plateau téléconseiller tout seul dans son coin puisse identifier qu'il y a un problème. Pour le système, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Donc, c'est comme ça que Canal utilise le système. Pour eux, c'est une tour de contrôle. À tout moment, ils savent exactement ce qui se passe. Et dès qu'il y a un écart à la norme, hop, il étiquette, il creuse. C'est très facile à creuser. Vous cliquez sur le truc là, ça vous remonte tous les appels, vous avez toutes les transcriptions, vous cliquez dessus, vous les écoutez à l'endroit où vous avez cliqué. Donc c'est extrêmement simple. La méthode pour aller creuser, une fois qu'on a détecté le problème, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est très simple. Il faut cliquer, hop, on a les transcriptions. Et en regardant comme ça quelques appels ou en réécoutant quelques appels, ils vont tout de suite comprendre pourquoi est-ce que ce matin, il y en a 5 fois plus que les autres matins. Qu'est-ce qui se passe ? D'accord ? Donc, il y a vraiment toute une méthode qu'on peut dérouler et qui permet de la first call resolution, donc la détection de première cause d'appel, et la résolution, bien sûr, avec toutes les actions qu'il y a derrière. On peut très vite briefer les téléconseillers, dire attention, on sait qu'il y a ce problème, donc prévenez tout de suite les clients qui vous appellent là-dessus, ne les laissez pas mijoter, etc. Donc, pour Canal, le bénéfice principal, c'est ça. C'est le fait de comprendre ce qui se passe. Et là, on va comprendre aussi pourquoi c'était ça leur idée. C'est que Canal est très en pointe sur tous les canaux digitaux. D'accord ? Donc, ça fait longtemps qu'ils ont déployé du chat, du mail, qui est très bien fait, qui est outillé, qui est supervisé, avec du bon reporting, l'intelligence artificielle, etc. Et donc, maintenant, ils se sont habitués à avoir ce qu'on disait en tout début de séance, c'est-à-dire avoir des bons reportings, des reportings fins, des reportings sémantiques. Quand les abonnés Rugby Plus ont un problème sur leur chaîne Rugby Plus, dans les Google Analytics du forum web, ça va remonter tout de suite. Tiens, tout le monde parle de Rugby Plus, d'accord ? Et sur le téléphone, ils ne savaient pas. Tout le monde pouvait se plaindre d'une même chose et ils ne savaient pas. Et ils allaient le découvrir qu'une fois que les canaux digitaux l'avaient remonté. Or, le téléphone, c'est le canal digital le canal justement le plus rapide. C'est celui vers lequel se précipitent les clients qui ont un problème à résoudre tout de suite. D'accord ? Donc, quelque part, le canal qui aurait dû être le canal d'alerte, le canal qui est le premier à faire remonter le problème et à alerter les gens de la société, était celui qui n'était pas supervisé. Donc, ils ont dit, ça, c'est pas normal. Là, il y a un trou, il y a un manque, il y a un trou dans la raquette. On ne peut pas permettre que le canal, par essence, un des canaux en tout cas les plus rapides, parce que le chat c'est assez rapide aussi, mais un des canaux les plus rapides et le canal de choix des clients quand ils ont un problème immédiat qu'ils veulent résoudre qui est important, la diffusion s'est arrêtée à la 40e minute du match, j'appelle. D'accord ? D'abord je prends le téléphone avant d'aller sur le forum et les foires aux questions, etc. Et sur les réseaux sociaux. Donc, ils ont considéré que ça, c'était vraiment un manque par rapport à l'outillage qu'ils avaient sur les autres canaux et ils ont décidé d'y remédier. Et voilà, c'est ce qui a été fait. Et aujourd'hui, donc, Canal a exactement les mêmes tableaux de bord, le même niveau de granularité, la même fiabilité, on l'a vérifié, la fiabilité des tableaux de bord qui est basée sur la transcription automatique et une fiabilité de l'ordre de 90%. Alors, comment je peux vous annoncer ça ? C'est qu'on a fait des mesures. On a pris un échantillon d'appels qu'on a fait transcrire par nos propres transcripteurs chez Vexis, des gens qui ont vraiment écouté, qui ont transcrit manuellement. On fait ce genre de choses régulièrement pour entraîner le système, pour l'améliorer, pour s'évaluer, savoir où on est au niveau perf, si on est bien, si on n'est pas bien. Donc régulièrement, on fait ce qu'on appelle des corpus d'évaluation, des corpus de référence. Donc on a fait un corpus de référence où là, nos transcripteurs, on leur a donné des guidelines très très stricts et ils ont bien passé 15 heures par heure d'audio, d'accord ? Pour faire une transcription parfaite, bien alignée, absolument fidèle à ce qui était dit. À côté de ça, on a lancé, hop, tic-tac, on appuie sur un bouton, on lance la transcription automatique, en quelques minutes c'est fait, voilà. On prend les deux corpus, les deux données, on les envoie au système sémantique. Et on regarde les tableaux de bord que ça remonte, et on les compare. Est-ce qu'ils sont pareils, est-ce qu'ils ne sont pas pareils ? Est-ce que les mêmes catégories ont été identifiées, les mêmes répartitions de catégories, etc. Et là, surprise, à 90%, ils sont similaires. Il n'y avait que 10% d'écart. Et c'était pareil pour les grandes catégories, les moyennes catégories, les sous-catégories. Pareil, 90% similaires, jusqu'à la sous-catégorie. D'accord ?
Donc, c'est quelque chose de fiable et que Canal peut utiliser au même titre que tous les reportings qu'ils ont sur les canaux digitaux. On a réussi vraiment, pour le coup, à désiloter le canal téléphone et à le rendre comme n'importe quel canal digital. Donc, voilà. Maintenant, je pense qu'on n'a plus qu'à faire un petit résumé et puis ce sera ouvert à vos questions. Donc, en résumé, le type de bénéfice, mais encore une fois, je pense qu'on n'a pas fini d'en inventer. C'est le début. Je pense que c'est vraiment le début. Là, aujourd'hui, voilà les types de bénéfices qu'on observe aujourd'hui, mais vraiment, on fait appel à l'inventivité, la créativité de nos clients, des centres de contact, des responsables marketing, innovation, customer, enfin, responsable, enfin, le responsable des clients, etc., pour dérouler toutes leurs idées. Parce que maintenant, quelque part, c'est la limite, c'est celle que vous fixez. Nous, on vous désilote le téléphone. Le téléphone, on vous le transforme en canal digital. Après, la limite, c'est le ciel. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous allez en faire. Ça devient un canal digital, tout est possible, tout est ouvert. D'accord ? Donc voilà juste quelques exemples ici que j'ai résumés des cas d'usage. Mais je pense qu'on va peut-être se réserver le temps qui reste pour les questions. Oui, merci, bonjour. Je suis arrivé un petit 5 minutes après, donc peut-être que j'ai raté la réponse que je cherche. Mais du coup, le Live Analytics et le Batch Analytics, est-ce que c'est le même outil ou est-ce que c'est soit l'un, soit l'autre ? Alors, très très bonne question. Alors, y a deux réponses. Alors, aujourd'hui, ce sont deux outils distincts. C'est toujours une techno Vexis, mais on utilise deux moteurs différents. Donc pour le live, on utilise un moteur de détection de mots-clés, de keyword spotting. Donc c'est un moteur, vous lui dites, voilà la liste de toutes les phrases clés, de tous les mots-clés que j'ai envie de retrouver. Et lui, il a un petit peu des œillères, hein, il va juste regarder, dans mes petites fenêtres d'audio, est-ce que j'entends ce mot ? Je dois reconnaître appeler plusieurs fois, je dois reconnaître concurrent, je dois reconnaître c'est un scandale. J'essaye d'écouter que mes petits, voilà, je regarde vraiment les petites fenêtres d'audio et je regarde est-ce que j'écoute, est-ce que j'entends ce bruit-là, ce son-là. D'accord ? Donc ça, c'est du keyword spotting. C'est très rapide, c'est très facile à déployer. On sort une langue comme ça, super vite. Par contre, forcément, on ne peut pas tout avoir, c'est moins précis que le speech-to-text qu'on fait en batch. Donc aujourd'hui, dans le batch analytics, ce qu'on fait après l'enregistrement d'un appel, là, c'est de la transcription mot à mot. C'est ce que vous avez vu tout à l'heure, où on voit la conversation retranscrite entre l'agent, la conseillère en agence et le client qui appelle. Donc là, on retranscrit tout mot à mot. Le client a dit ça, la conseillère a dit ça, etc. Donc c'est extrêmement précis. Et là, si on dit que le mot-clé il a été reconnu, c'est sûr. C'est pas une fausse alerte, on n'en a pas perdu un. C'est très très précis. Le prix à payer, c'est que ça prend un petit peu plus de CPU de mémoire, c'est un petit peu plus long en traitement. Et puis ça demande un petit peu plus de travail pour être bien tuné à un bon niveau. Mais la bonne nouvelle, c'est que comme je vous disais, en ce moment, on est dans un temps assez intéressant. On fait des releases majeures, enfin pas majeures, je ne vais quand même pas vous dire ça, mais des releases quand même importantes, à peu près tous les 6 mois, avec des gains de performance, de rapidité. C'est vraiment très très intéressant. Je veux dire, je suis dans le monde de la reco vocale depuis 95. Ça ne me rajeunit pas. J'ai jamais vu ça. Là, depuis 3-4 ans, il y a une accélération au niveau des... C'est une révolution. Depuis qu'on a les réseaux neuronaux profonds, d'accord, et qu'on a aussi des puissances de calcul, qu'on a des GPU, merci les gamers, hein, vous savez, ces petites, c'est du matériel, hein, du hardware dans les machines ou dans les téléphones, les tablettes et tout ça, c'est des petites puces là, qui sont là pour faire plein de calculs, pour faire du rendu 3D sur les jeux vidéo. Donc c'est du petit hardware très bête qui sait faire que des additions, du calcul matriciel. Mais par contre, il y en a plein. Il peut y en avoir 1000 dans une petite carte comme ça. Et normalement, c'est pour les gamers, hein, c'est pour les jeux vidéo. Ben, nous, on les utilise. Maintenant qu'on est dans les réseaux de neurones profonds, on va utiliser les 1000 cœurs pour faire nos calculs à nous. Et donc, tout ça s'accélère et ça devient très précis, très rapide. Donc, ce que je veux dire, c'est que la question est excellente parce que bientôt, les deux vont converger. Donc, la nouvelle génération, qu'on annoncera normalement l'année prochaine, c'est que oui, vous aurez le speech-to-text complet en live. C'est ça, l'avenir. Et donc, on va les faire converger les deux. Voilà. Bonjour.
J'ai une question. J'ai vu que tout à l'heure, vous analysiez les silences, par exemple. Est-ce que vous le faites déjà ou vous le prévoyez à terme, d'analyser les volumes, les intonations de voix, des choses comme ça? Oui, alors en tout cas, les analyser, en tout cas, on les mesure. Donc, c'est des choses qu'on mesure. On mesure la rapidité d'élocution, le volume de parole, le timbre, la hauteur du timbre. Bon. Mais je vais vous dire un truc très honnêtement. On les remonte. Il y a certains clients qui nous disent « Faites-moi un indicateur de stress ». Ok, on va faire une petite recette, on va remonter un indicateur de stress. Mais très honnêtement, ce n'est pas bien fiable. Regardez ce que vous obtenez avec le texte, c'est 1000 fois plus fiable. Et ça vous remontera des choses bien. Moi, je pense qu'on a un biais cognitif. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui s'énerve et qui hausse la voix, on se dit « Oh, regardez, c'est parce qu'il hausse la voix que je vois bien qu'il est en colère ». C'est pas vrai. C'est à cause de ce qu'il dit que vous voyez qu'il est en colère. S'il dit « Ah non, c'est un scandale, attendez, ça fait 10 fois que j'appelle, ça suffit, vous me résolvez mon problème ». C'est vrai qu'il a haussé la voix, qu'elle a haussé la voix. Mais il y a plein d'indices sémantiques quand même dans ce que la personne est en train de dire, qui nous fait comprendre qu'elle est en colère. Maintenant, imaginez quelqu'un qui hausse la voix et qui dit oui, alors attendez, là, je vous entends pas très bien, faudrait peut-être qu'on se rappelle. Il a vachement haussé la voix. Il n'a rien dit de méchant. Il n'est pas en colère. Il essaie juste de couvrir un bruit derrière lui. Donc moi, je pense qu'il y a un biais cognitif et qu'en réalité, les indicateurs acoustiques, par nature, ne peuvent pas être très fiables comme indicateurs d'énervement ou de stress ou que ça se passe mal. Donc, peut-être en travaillant dur, on pourrait trouver des choses. Pour l'instant, j'avoue que tous les tests qu'on a faits avec des universités, etc., n'ont pas été très concluants. Il y a des choses qu'on peut remonter, mais disons que c'est beaucoup d'efforts pour finalement peu de résultats, comparé à ce qu'on peut obtenir avec le texte, avec l'analyse sémantique, où là, pour le coup, les signaux, ils remontent. Hein. Et vous voyez, quand quelqu'un exprime son mécontentement, ça se voit quoi, dans les mots qu'il utilise et dans les termes qu'il utilise, dans les opinions qu'il exprime. Bonjour. Est-ce que votre outil parle plusieurs langues? Oui, alors aujourd'hui, notre outil parle une dizaine de langues, mais alors attention quand même avec un petit bémol. Notre outil parle une dizaine de langues en audio haute qualité. Parce que voilà, là, je vous ai présenté ce qu'on fait dans le monde centre de contact, mais on est aussi présent dans le monde de l'analyse des émissions radio-télé, la retranscription des cours-conférences. Voilà, il y a des universités aux États-Unis qui utilisent notre système. On doit avoir 3000 heures de cours-conférences chaque jour aux États-Unis qui est transcrite par notre système pour indexer les cours. Donc voilà, on est aussi dans le monde de l'audio studio, si vous voulez, haute qualité. Donc, en audio studio, on a aujourd'hui une dizaine de langues. En audio téléphonique, on en a un petit peu moins. On n'a pas encore autant de langues qu'en studio. Mais c'est une question de roadmap, en fait. On est en train de dérouler la roadmap. Donc, le catalogue de langues, des langues téléphoniques, il est en train de s'étoffer. Et donc, on a un planning pour assez vite donc, matcher, avoir autant de langues en téléphonique qu'en broadcast. D'accord ? Et puis ensuite, développer encore plus de langues en téléphonique parce que ça, c'est historique. Voilà, on a eu d'abord une demande du monde des radios, des télés, des universités, des sociétés de veille média. Donc, on les a servis. On est aujourd'hui sûrement le SAS européen qui reçoit le plus d'émissions radio-télé pour la veille média. Donc, on les a servis. On a développé notre catalogue. Aujourd'hui, très franchement, on est beaucoup plus focalisé sur le monde centre de contact, sur le monde conversation téléphonique. Donc, c'est là-dessus qu'on met le focus. Donc, on va couvrir le catalogue, puis on va en rajouter plus. En fait, ma vraie question, c'était plus, est-ce que vous êtes capable de faire la même chose en anglais, en allemand, dans d'autres langues que le français? Ah oui, non, il n'y a pas de raison. Hein. C'est uniquement des systèmes qui sont par apprentissage. Donc, on a les corpus. Voilà. Ensuite, ils sont à la file d'attente pour lancer les apprentissages et les dérouler. Donc, à ce jour, en téléphonique, qu'est-ce qu'on a comme langue? Français, anglais, arabe, italien, qu'est-ce qu'on a? Espagnol. Enfin bon, il faudrait que je vérifie après avec les équipes. Mais contactez-nous, je vous donnerai la liste exacte de ce qu'on a en téléphonique, en live, en batch, parce que c'est pas pareil. C'est plus facile de développer le live que le batch. D'accord? Et donc là, je pourrais vous donner le détail exact du catalogue et puis ce qui sort très vite. Là. Ah oui, il y a le chinois, le russe. Bon. Je rejoins un peu la question tout à l'heure sur la mesure du silence. Je voulais savoir si vous êtes capable de mesurer l'équilibre de parole entre le client et le conseiller. Je pense à des conseillers qui déroulent des procédures
sans mesurer vraiment le rythme que peut recevoir le client en face. Enfin, est-ce qu'il y a une mesure de l'équilibre? On est vraiment en train de dialoguer et pas de transmettre bruit de décoffrage de l'info. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça en fait qu'on présente. Alors attendez, peut-être revenir à la petite vue sur le live analytics. Donc ça, c'est en live en tout cas qu'on fait ça. Justement dans une perspective d'auto-coaching en fait de l'agent qui a un retour un petit peu sur ce qui est en train de se passer. Donc si on reprend à quoi ressemble un petit peu l'interface live, voilà. Donc dans cette interface sur la gauche, vous avez quelques indicateurs. Là, il n'y en avait pas beaucoup dans cette instance-là, mais on peut en mettre beaucoup plus. Et vous avez le petit rond. Donc là, on ne voit pas beaucoup à cause des contrastes de couleurs, mais on voit les taux de chevauchement, le taux de parole client, le taux de parole agent, le taux de silence, et ça bouge en temps réel. D'accord ? Le petit rond bouge en temps réel. Alors là, c'est vrai que la visu n'est pas terrible, mais oui, c'est des bleus clairs, bleus foncés. Là, c'est pas évident. Hein. Donc, c'est pas forcément l'ergonomie optimale pour ça, mais l'info est là. Et donc, ça peut tout à fait, c'est l'esprit, hein, c'est que ce soit utilisé par l'agent pour s'auto-corriger en fait, en temps réel, et qu'il se rende compte, ouh là, j'ai trop parlé, ou là, j'ai pas assez parlé, ou là, il y a trop de silence dans mon interaction, ou là, j'ai trop interrompu le client m'a trop interrompu. Parce qu'on a tous ces indicateurs. Parce qu'en live, on récupère les deux flux, on récupère le flux agent, le flux client. On tient les deux, on les traite en parallèle et on recroise derrière. Donc on a toutes les infos. Qui a interrompu qui, comment ça se répartit entre les deux. Et l'idée, c'est effectivement que ce soit des indicateurs qui aident l'agent à s'auto-corriger, surtout voilà, quand il est en phase d'apprentissage. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ariane Nabet-Albert, directeur de la stratégie Speech Solutions de Vexis du groupe Bertin IT. Merci beaucoup. Merci.